Salam alaikum, Matel Dazoul, bonjour. Bon, il y a une crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie. Le Maroc a appelé son ambassadeur car le président tunisien a reçu le président sahraoui dans le cadre du TICAD, qui est un sommet entre le Japon et l'Afrique. Alors on va analyser ça tout au long de cette petite vidéo qui ne va pas être très longue, mais avant d'arriver là à 2022, au 26 août 2022, on va faire un petit rappel historique des faits, tout simplement. Alors déjà, cette crise du Sahara occidental et du Maroc, ça part d'où? C'est qu'en 1956, El Fassi, le leader du parti l'Istiqlal, il sort la carte du Grand Maroc. Cette carte donc où on voit le Maroc qui s'étend jusqu'au Sénégal, au Niger, Mali, et lui-même proclame les droits de son pays sur la région occupée par l'Espagne. Donc notamment le Sahara occidental, mais ça va jusqu'au Sénégal, Algérie, vous voyez quoi. Hein. Donc en 57, il y a des unités de combattants que eux, les Marocains, appellent l'armée de libération marocaine, mais pas du tout, c'est pas vrai, c'est juste des combattants du parti de l'Istiqlal, en quelque sorte, des petits groupes, hein, donc qui ont traversé la frontière entre le Maroc et le Sahara espagnol à l'époque, pour arriver jusqu'à la frontière mauritanienne. Mais attention, hein, ils n'ont pas fait des grands combats, etc. Tout le long. Hein, ils ont réussi à aller jusqu'à là-bas sans se faire beaucoup repérer, des petits accrochages, etc. À la suite de cette alerte, donc quand ils sont arrivés à la frontière mauritanienne, la France a redressé la situation, enfin par l'opération Écouvillon, sachant que la Mauritanie était sous domination française à l'époque. Voilà. Et en février 58, vous avez le roi Mohamed V qui, après son retour d'exil, etc., de 55, tout ça, au début, il suivait pas l'Istiqlal de El Fassi, mais à ce moment-là, il affirme sa volonté de poursuivre son action pour la restitution du Sahara marocain. Donc, en gros, 56, El Fassi sort sa carte du Grand Maroc, son délire. En 57, des petites escarmouches qui se passent pour essayer d'affirmer que le Sahara occidental, la Mauritanie, etc., ça appartenait aux Marocains, hein, suivant les thèses de l'Istiqlal. La France les renvoie chez eux très rapidement, avec une opération qui a duré même pas 2 semaines, ils ont arrêté. Mais en 58, quand même, le roi Mohamed V, donc, dit officiellement qu'il veut poursuivre son action pour la restitution du Sahara au Maroc. Alors ça démarre de là. Hein. Alors ensuite, vous avez en novembre 58, vous avez la France qui proclame, quoi, c'est les Mauritaniens qui proclament la République islamique de Mauritanie, voilà, qui devient, elle, un État indépendant en 1960. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous avez les partis politiques marocains, Istiqlal, qui reprochent à la France d'avoir créé un État factice en empruntant au Maroc, un territoire qui a fait partie de l'Empire chérifien. Voilà, donc toujours avec leur reproche de création d'États fantoches, etc., qui vont répéter à chaque fois, tout au long, jusqu'à maintenant, pour le Sahara occidental. Alors, l'opposition marocaine, elle s'est jamais consolée depuis que l'Algérie a eu son indépendance avec Béchar, Tindouf, etc. inclus. Donc en octobre 63, ils ont tenté la guerre des sables au sujet de Tindouf, et le roi Hassan II, vite fait, il a fini par admettre les réalités, et le 15 janvier 69, il signe avec le président burundien un traité de fraternité, de bon voisinage qui met fin au litige. Donc, on a donc cette première petite bataille de 57 quand ils essayent
de jouer les gros bras, mais renvoyé directement par la France de Mauritanie, quoi, de la frontière mauritanienne, renvoyé au Maroc. Ensuite, pareil, ils refont ça avec l'Algérie en 63, mais en 69, c'est terminé, les accords sont signés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hassan II et Boumedienne, ils décident en 70 de se concerter avec Ould Daddah, le président de la Mauritanie. D'accord? Sachant que le Maroc, au fait, a mis plus de 10 ans pour reconnaître que la Mauritanie est bien un État indépendant, grâce à Boumedienne, justement. Donc, enfin, à ce moment-là, donc, ces trois présidents, ils se concertent au sujet du Sahara occidental. Et les trois chefs d'État, ils se rencontrent en 70, 73, et le principe de l'autodétermination est proclamé. L'autodétermination du Sahara occidental, donc, des Sahraouis. Et le communiqué, le dernier communiqué qui est publié à Agadir, il déclare exactement: les trois chefs d'État ont consacré une attention particulière à l'évolution de la question du Sahara, encore sous domination espagnole. Ils ont réaffirmé leur attachement indéfectible, vous allez voir ce que ça veut dire indéfectible pour le Maroc, au principe de l'autodétermination et de leur souci de veiller à l'application de ce principe dans le cadre garanti aux habitants du Sahara l'expression libre et authentique de leur volonté conformément aux déclarations des Nations Unies dans ce domaine. Bon, donc là, avec un texte pareil, on peut dire que les textes ils sont clairs et le règlement de l'affaire il paraît assez simple, quoi. Hein. Autodétermination soutenue par le Maroc, par l'Algérie et par la Mauritanie. Et là, on est en 73 à ce moment-là. Je vous parlerai du Polisario après, mais en 73, il y a eu la proclamation du Polisario aussi, hein, mais ça, on en parlera un petit peu à part. Donc, en 74, vous avez l'Espagne à ce moment-là qui va organiser, avant la fin de l'année, un référendum d'autodétermination des Sahraouis. Mais à ce moment-là, le Maroc commence à changer, quoi, montre son vrai visage, finalement. Mais selon Rabat, ils accusent l'Espagne de mettre en place un régime fantoche manipulé par Madrid. Donc, pareil, quand il reprochait à la France avec la Mauritanie. Et les partis de l'opposition, l'Istiklal, hein, principalement, eux, ils ont mal accepté de perdre la Mauritanie, perdre entre guillemets, et la région de Tindouf, entre guillemets aussi. Et ils craignent de voir le Sahara occidental leur échapper à son tour. Donc c'est là que la thèse marocaine que le Maroc fait valoir, c'est qu'il a des droits historiques sur le territoire sahraoui. Ça c'est officiel, il fait valoir ses droits historiques sur le territoire sahraoui, et ils disent que si la population elle doit être consultée, donc par l'Espagne en 74, la seule alternative qui devra être proposée, c'est soit le maintien sous la férule du colonialisme espagnol ou retour à la mère patrie. C'est-à-dire que le Maroc soutenait avec l'Algérie, il s'était entendu avec l'Algérie, la Mauritanie, pour soutenir un référendum d'autodétermination des Sahraouis, mais une fois qu'il allait avoir lieu, ils disent non, c'est à nous ce territoire, et même s'il y a un référendum, ils devraient avoir le choix, soit ils restent colonisés, soit ils viennent dans le Maroc. Voilà, c'est magnifique, quoi. Hein. C'est magnifique. Alors, donc là, en 74, toujours, parce que c'est là qu'il y a eu le gros tournant, pendant l'été, la presse marocaine, elle s'en prend à l'Algérie à ce moment-là, puisque l'Algérie soutenait ce référendum qu'elle est organisé par l'Espagne, puisque c'était le but depuis toutes ces réunions qui avaient eu lieu entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie depuis plusieurs années. Donc elle accuse l'Algérie de faillir à la solidarité maghrébine et de jouer un double jeu qui fait d'elle l'alliée objective de l'Espagne. Voilà, donc et ça commence un petit peu à ce moment-là, toutes les affaires entre le Maroc et l'Algérie. Et donc
Alors que c'est le Maroc qui a modifié sa parole, son attitude, en renonçant à la concertation tripartite des trois pays et en donnant une interprétation unilatérale au principe de l'autodétermination. Si l'Algérie, comme dit le Maroc, avait voulu semer de la zizanie dans la région, les Algériens n'auraient même pas fait tous les efforts qu'ils ont fait pour réconcilier le Maroc, Rabat et Nouakchott, la Mauritanie, en 70. Enfin, il y a le président Boumedienne qui avait répondu dans un discours prononcé en juin 74 au Maroc et à toutes ces accusations qu'ils avaient fait. Donc là, je vous le résume en gros, hein, les thèses qu'il a avancées, c'est que l'Algérie, elle, n'a pas modifié son attitude et s'en tient au principe qu'ils l'ont toujours guidée. Il a précisé à maintes reprises qu'elle établit une distinction entre Ceuta et Melilla, qui sont partie intégrante du territoire marocain, donc Boumedienne l'a affirmé, et le Sahara occidental, au sujet duquel elle ne formule d'ailleurs aucune revendication. Voilà. Elle soutenait le Maroc, l'Algérie soutient le Maroc, si elle veut récupérer Ceuta et Melilla, parce que c'est légitime, mais le Sahara occidental, ce n'est pas le même sujet. Voilà. Et donc Boumedienne, dans ce discours, il dit que, comme l'Algérie a une frontière commune avec lui, le Sahara occidental, elle est considérée par l'ONU comme une partie intéressée. L'Algérie est considérée comme partie intéressée. Et elle s'est prononcée pour l'autodétermination. On lui a demandé son avis. C'est l'autodétermination depuis le début. Le Maroc aussi, la Mauritanie aussi avait dit ça au début, avant de changer. Mais l'Algérie n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Donc pour les Algériens, ils finissaient par là, cela signifie que les Sahraouis, ils ont plusieurs choix possibles, demander leur rattachement au Maroc ou à la Mauritanie, ou aux deux, hein, en partageant leur territoire entre les deux, ou bien opter pour l'indépendance. On est loin des Marocains qui disent soit vous restez colonisés, soit vous venez avec nous. Bref. Donc, et enfin, il finit, et Boumedienne, à ce moment-là, fidèle à la lutte menée par le FLN, l'Algérie a aidé tous les mouvements de libération. Il n'y avait pas de raison qu'elle refuse de répondre aux demandes du Front Polisario. Et là, on va en parler vite fait du Front Polisario. Donc, c'est un mouvement qui a été créé en 73. À ce moment-là, ils ont décidé donc de passer à la lutte armée pour atteindre leurs objectifs politiques, qui sont l'indépendance, qui est l'indépendance. Donc entre guillemets, je vous cite, le Front Polisario ont communiqué, le Front Polisario est le seul et légitime et le représentant légitime du peuple sahraoui, non au paternalisme marocain et mauritanien, à ce moment-là, en 73, nous voulons l'indépendance complète, République arabe sahraoui, un régime national, républicain et non aligné. Voilà. Ils ont adressé, à ce moment-là, à l'ONU, un memorandum, alors, où ils démontrent que les tribus ont toujours eu leur organisation propre, qu'elles ne se sont pas confondues avec les populations marocaines ou algériennes, qu'elles n'ont jamais fait acte d'allégeance au souverain du royaume chérifien, au Maroc, et ce qui est absolument exact, parce que ces actes d'allégeance, ils étaient d'ordre spirituel uniquement, et non politique. Et comme ça, ça arrivait beaucoup à l'époque dans le monde musulman. Et donc ils finissent, elles ont opposé depuis le XVIe siècle une vigoureuse résistance aux envahisseurs européens, portugais, espagnols et autres. Ce que n'a jamais fait le Maroc, n'a jamais résisté pour défendre le Sahara occidental, les Sahraouis en tout cas. Question de l'allégeance, c'est une allégeance spirituelle de quelques tribus, puisque le roi, le sultan de Marrakech était considéré comme Amir Mu'minin, descendant du prophète sallam. Donc, dans leur prière du vendredi, ils citaient le sultan, c'est pas déjà toutes les tribus qu'il faisait, c'est quelques tribus, et si quelques-unes ont fait une allégeance, c'est une allégeance spirituelle qui n'a rien à voir avec une allégeance politique et territoriale. Voilà.
Donc ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus. On peut dire que les droits historiques sur une terre, ils ne peuvent valoir que s'ils sont validés par le consensus populaire. C'est pas juste quelques tribus qui vont donner des droits historiques à un pays alors que les autres tribus, le reste du peuple n'est pas d'accord. Il n'y a jamais eu de consensus populaire. Sinon, à ce moment-là, l'autodétermination n'existe pas. Pourquoi l'Angleterre à ce moment-là dirait pas bah, l'Amérique c'est à moi, les Arabes diraient que le sud de l'Espagne c'est à eux, etc., etc. C'est le peuple qui donne son identité au sol et c'est pas le contraire. Voilà, ça a toujours été comme ça. Voilà. Alors donc au printemps, donc 75. C'est là où le Maroc a commencé à flipper énormément, puisque l'ONU, à ce moment-là, reconnaît le Front Polisario. Voilà. Et le Front Polisario se manifeste et est reconnu à l'ONU. Et la mission de l'ONU, de ce moment-là, elle a considéré le Front Polisario comme parti au débat. Voilà. Et c'était Kurt Waldheim, l'Autrichien, à l'époque, qui avait rencontré les chefs du Polisario. Voilà, et c'est à ce moment-là que les Marocains ont commencé à dire vous voulez faire la grande Algérie plutôt que le Grand Maghreb, déboucher sur l'Atlantique, blablabli, blablabla, etc. Et on est jusqu'en 2022. Alors maintenant, on va venir vite fait à la crise là dont j'ai parlé dès le départ, c'est Tunisie-Maroc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie, elle a toujours adopté la neutralité positive à la tunisienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, neutralité positive? Pour moi, ça veut rien dire, à part soutien donc aux colons marocains. Moi, c'est clair et net. Voilà, c'est-à-dire, il reste un peu neutre tout en ne disant jamais rien. Donc, si tu dis rien, c'est que tu as engagé vers le plus fort. C'est évident. Bref, le président Bourguiba à l'époque, il avait révélé à Tunis qu'il avait personnellement conseillé Hassan II et Ould Dada, le Mauritanien, de s'entendre directement. Il avait même précisé qu'il n'y a pas lieu, selon lui, de procéder à un référendum au Sahara, ni de créer un État indépendant qui serait sous influence ou de l'Espagne ou d'un autre État maghrébin. En fait, il craignait qu'un Sahara occidental, indépendant, ne contribue à accroître le poids déjà grand de l'Algérie dans la région. Voilà la position de la Tunisie, de Bourguiba. D'ailleurs, il y a eu aussi, suite à ces bons conseils, etc., un accord secret qui a été conclu entre le Maroc et la Mauritanie. C'est là où le Dada a trahi aussi, hein, le Mauritanien. C'était en octobre 74, où les deux pays, ils se sont entendus pour se partager le Sahara occidental, sans en parler à la troisième pays qui était dans la tripartie qui voulait aider les Sahraouis à devenir indépendants, à s'autodéterminer, qui est l'Algérie. Donc voilà. Bon, ensuite on va pas continuer parce que on connaît un peu en gros l'histoire. En petit résumé, c'est que vous avez trois États au départ qui s'entendent pour défendre les Sahraouis. Hein, c'est les trois États qui sont Maroc, Mauritanie, Algérie. Vous avez deux États qui trahissent leurs engagements secrètement sur le dos de l'Algérie, et en plus qui se trahissent ensuite l'un et l'autre, hein, entre eux. Voilà. Et vous avez un État qui a respecté ses engagements depuis le début. Ça, c'est clair et net, et qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut savoir, donc, pour revenir à la Tunisie, sa neutralité positive, les bons conseils de Bourguiba, donc, qui ont tenu jusqu'à maintenant, hein, et là, on voit que le Maroc fait un gros scandale parce que Kais Saïed a reçu le président sahraoui.
Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la TICAD, donc c'est un sommet Japon-Afrique, hein, en gros. C'est un sommet Japon-Afrique, voilà, qui est assez important. Le Maroc a de bons rapports avec le Japon, hein, ça c'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que... pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que le Sahara occidental participe à ce sommet. Ce sommet existe depuis les années 93, 80, ouais, je crois, en 93, il y a eu le premier, on en est au 8e hein, actuellement. Ce qui se passe, c'est que avant le Japon invitait que le Maroc, puisqu'il ne reconnaît pas le Sahara occidental en tant qu'État, mais depuis plusieurs années, l'Union africaine a imposé au Japon que s'il fait sa TICAD, puisque l'Union africaine y participe, hein, évidemment, en tant qu'organisation africaine, s'il veut que l'Union africaine participe, elle doit inviter tous les membres de l'Union africaine. Donc, le Sahara occidental aussi, même si ce n'est pas un État reconnu par le Japon. Ce qu'a fait le Japon, c'était donc à la TICAD numéro 7 par exemple, numéro 7 qui s'est déroulé au Japon même, hein, déjà, voilà, c'était en 2019. Donc je vois pas pourquoi le Maroc fait tout un scénario maintenant, fait tout un cinéma. On sait que à chaque fois, chaque TICAD, il y en a eu une en Afrique équatoriale où le Maroc a fait son cinéma aussi, mais le Polisario y est allé, le chef du Front Polisario y est allé. Il a fait son cinéma au Japon. Mais le Front Polisario y était, donc le Maroc quittait à chaque fois le sommet Japon-Afrique. Cette fois-ci, bah, il va pas y aller. Voilà. Donc, ça n'est pas nouveau que le Sahara occidental, le représentant du Front Polisario participe à ce sommet imposé. Donc, enfin, c'est une des conditions de l'Union africaine, et le Japon, évidemment, on lit à droite à gauche que, en fait, le Japon ne veut pas qu'il participe, etc. Mais c'est complètement de la connerie. Tu ne peux pas y participer si tu n'es pas invité. Et notamment celui de Tokyo, comment tu veux avoir un visa, etc., t'asseoir dans le sommet si t'es pas invité. Donc c'est n'importe quoi. Le Japon le fait, l'invite, même s'il soutient quand même, il a des bons rapports avec le Maroc. Voilà, il l'invite parce qu'il est contraint par l'Union africaine. Voilà. Ensuite, puisqu'il a invité le chef du Front Polisario au sommet, par exemple là à Tunis, bah, le président qui organise le sommet, hein, donc en l'occurrence Kais Saïed, bah, il reçoit tous les présidents invités un par un, il les reçoit, voilà. Donc là, il l'a reçu un peu mieux, peut-être dans le salon d'honneur ou je ne sais quoi. Donc le Maroc fait tout un cinéma pour faire pression sur la Tunisie. Est-ce que c'est un changement de paradigme de la Tunisie qui sort de la neutralité positive et qui va vers la reconnaissance du Sahara occidental réellement, ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'ambassade du Sahara occidental en Tunisie, etc., etc. Voilà, il n'y a rien du tout, mais le Maroc fait son cinéma pour qu'on fasse parler de lui, certainement, parce qu'il savait très bien que le Sahara occidental était invité et qu'il allait venir. Donc peut-être c'est au moment où Macron est en Algérie, etc. Il veut faire entendre parler de lui, tout simplement. Voilà. Allez, je vous laisse avec Boumedienne, son discours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maslama, à bientôt. Inch'Allah. الظاهرة الحقيقية هو أنهم للزوج نساو يعني لما كانوا عايشين الأحلام، أحلام التوسع، أحلام التوسع، نساو الحقيقة المرة وهي الشعب الصحراوي. سياسة بلادنا واضحة،
لسنا ضد المغرب أبدا، لسنا ضد موريتانيا أبدا، لكن احنا ساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي. لما الشعب الصحراوي رفض باش يذبح، لابد أن تفهموا حاجة، عشرات الآلاف مهددة بالذبح. لما رفض باش يذبح خذ السلاح باش يدافع عن الحدود، باش يدافع على بلاده. قيل أن الجزائر تساعد، نعم أنا نساعد، وأن الجزائر هي اللي خلقت المشكلة، موقفنا واضح كذلك، ما خبيناش، واعترفنا بالحكومة المؤقتة تاع الشعب الصحراوي، ما خبيناش، هذا معروف، التاريخ يحكم علينا ولا يحكم ضدنا.